Le désastre guerrier de Donald Trump en Iran est maintenant exposé à travers un film de Meida Stouch que nous avons produit avec Ken Harbaugh et d'autres au sein de Meida Studios que nous exploitons ici. Au cours des derniers mois, Meida Studios s'est trouvé en première ligne à Kherson et nous avons documenté l'activité des forces spéciales ukrainiennes, ces chasseurs de drones qui tiennent la ligne de front dans la guerre provoquée par l'invasion illégale de la Russie. L'Ukraine détient ici la clé de tout le problème. Elle sait comment stopper les drones Shahed, d'où cette notion de drone hunters. Elle possède la capacité de renseignement nécessaire pour comprendre comment utiliser un équipement satellitaire de pointe afin de retracer ces drones Shahed ainsi que les missiles balistiques. Et pendant que Donald Trump continue de chercher à insulter Zelensky, il ne fait que se dévoiler davantage. C'est un procédé de propagande très familier. Mépriser ceux qui ont la vraie expérience du champ de bataille, puis se proclamer soi-même expert devant les caméras. Ce que je veux dire à propos de Drone Hunters, c'est que Drone Hunters of Kherson montre exactement ce qu'il faut pour vaincre la menace des drones dans la guerre moderne, des leçons qu'on m'a apprises dans le sang, après avoir passé plus de temps que quiconque en première ligne. Chez Meida Stouch et Meida Studios, nous croyons que le public mérite de voir la réalité de la guerre moderne, et non une version aseptisée. Et le court film que nous allons montrer fait exactement cela. Pendant que les forces américaines sont engagées en Iran dans le cadre de l'invasion de Donald Trump, cette même menace de drone que l'Ukraine affronte depuis des années s'abat maintenant aussi sur les troupes américaines et nos alliés au Moyen-Orient. Ce ne sont pas des scénarios hypothétiques, c'est ce qui se passe en ce moment même, et c'est précisément ce que nous voulions examiner chez Meida Studios, dans l'écosystème du réseau Meida Stouch. C'est pour cette raison que nous avons réalisé Drone Hunters of Kherson. Dans la façon de parler du camp Trump, la guerre est souvent vendue comme une démonstration de force, jusqu'au moment où la réalité commence à riposter. D'abord, il faut rappeler que Donald Trump a attaqué le président Zelensky, malgré le fait que Zelensky ait accepté de fournir à Donald Trump 10 000 drones intercepteurs, ainsi que du renseignement direct sur la façon d'arrêter ces drones Shahed. Trump a même déjà rejeté l'idée que l'Ukraine puisse aider à la défense contre les drones, en affirmant que les États-Unis n'avaient pas besoin de cette aide, que les États-Unis en savaient plus sur les drones que n'importe qui, et que les États-Unis étaient ceux qui avaient les meilleurs drones du monde. Ce genre de déclaration montre précisément qu'il méprise l'expérience réelle du champ de bataille que l'Ukraine a accumulé dans le sang. C'est exactement le genre de point de presse où le ton arrive avant les données, et où la réalité est repoussée au fond de la salle. Ce qui devrait recevoir beaucoup plus d'attention en ce moment, c'est le fait que l'Ukraine a réalisé de nombreuses avancées. Une contre-offensive très réussie a été lancée par l'Ukraine pendant tout l'hiver. Maintenant que le printemps commence, la Russie voulait en réalité dominer et faire de son offensive une grande priorité. Mais elle a échoué, et elle a échoué de façon misérable. Il suffit de regarder la carte pour voir clairement cette contre-offensive. C'est aussi la raison pour laquelle le plus grand bénéficiaire en ce moment de la guerre désastreuse de Trump en Iran, c'est la Russie. Donald Trump a levé les sanctions contre le pétrole russe, permettant à la Russie d'en vendre dans le monde entier et d'en tirer un profit colossal. Le GSEP ne voulait absolument pas cela. La Russie gagne des milliards de dollars. Donc, cette guerre désastreuse de Trump en Iran représente un énorme gain pour la Russie. Quand une décision est vendue comme un coup géopolitique musclé, mais que le résultat coule tout droit dans le coffre-fort de la Russie, la partie coup de génie devient un peu difficile à avaler. Ce que Drone Hunters of Kherson met à nu par lui-même, c'est que la mission de ce jour-là à Kherson consistait à se coordonner avec une unité mobile de chasse aux drones opérant dans une zone résidentielle qui subit des attaques fréquentes de drones venant de la rive gauche du Dnipro, la partie de Kherson occupée par la Russie. Depuis l'autre rive, ils lancent des drones pour terroriser les civils. Cette équipe patrouille à pied, repère les drones dans le ciel et tente de les abattre avant qu'ils n'atteignent leur cible. La réalité apparaît dès le départ avec ces filets anti-drones qui couvrent les 20 derniers kilomètres environ, et même davantage, de l'autoroute Mykolaïv-Kherson. Les attaques de drones sont devenues si fréquentes et si meurtrières que la seule façon d'entrer à Kherson avec un minimum de sécurité, même si Kherson elle-même reste extrêmement dangereuse, consiste à rouler sous ces filets. Ils sont conçus pour protéger non seulement le dessus, mais aussi les côtés, afin d'arrêter les drones suicides russes avant qu'ils ne frappent les véhicules. Voilà ce que crée une vraie guerre. Pas de slogan brillant,
Seulement des couches de filets suspendues au-dessus des têtes pour gagner quelques secondes de survie. Même avec cette protection, le danger reste entier. Les pilotes de drones russes ont mis au point de nouvelles tactiques. Soit ils brûlent des trous dans les filets, soit ils se glissent sous les ouvertures et attendent des cibles qui ne se doutent de rien. Ce qui se révèle dans une zone boisée, dans un quartier à l'intérieur de Kherson, c'est une patrouille à pied avec une unité anti-drone qui devient, au fond, presque un appât pour les drones fonçant attaquer des cibles civiles. Leur mission consiste à empêcher cela, à les abattre avant qu'ils ne tuent des gens. Pendant ce temps, sur les scènes politiques loin du front, il se trouve toujours quelqu'un pour parler de la guerre, comme s'il ne s'agissait que d'un discours avec musique en arrière-plan. Un détail qui saute aux yeux, c'est qu'il y a encore des habitants dans cette zone de Kherson. Ils circulent sous les parties couvertes, mais dès qu'ils doivent traverser une rue à découvert, ils se mettent à courir. Le bruit de l'artillerie qui part au loin en arrière-plan montre à quel point l'endroit se trouve près de la ligne de front. Il y a des décombres partout, mais les gens essaient encore de survivre. Tout le quartier de Kherson a été ravagé par ces attaques de drones à vue subjective. Il suffit de regarder cet immeuble pour voir le niveau de destruction. L'unité de chasse aux drones ouvre la voie pendant que l'artillerie continue de tonner en arrière-plan. Et la règle est simple. Dès qu'il repère un drone pour l'engager, tout le monde doit immédiatement courir, se mettre à couvert. Une autre chose frappante, c'est le grand nombre de chiens, parce que lorsque les habitants ont fui, beaucoup n'ont pas pu emporter leurs animaux. Une autre chose encore, c'est que toutes les routes ici donnent l'impression d'être la route de la mort. Il y a un véhicule encastré dans un poteau plus loin, et un autre complètement brûlé sur la route. Des images comme celle-là révèlent à quel point tous les discours qui veulent transformer la guerre en marque de leadership sonnent creux. Devant nous, il y a ce qui ressemble à des câbles de fibre optique provenant de drones à fibre optique. Ce qui gît là est tout un tapis de câbles de fibre optique très fins, presque aussi fins qu'un cheveu. Ils suivent les drones FPV à fibre optique venus de l'autre côté de la rivière. Même si la position n'est qu'à environ 5 pâtés de maison, un drone comme celui-là peut traîner derrière lui des kilomètres de câbles. Dans certaines zones proches du front, les attaques sont si denses que les câbles laissés derrière les drones couvrent des quartiers entiers comme une toile d'araignée. Il n'y a aucun signal radio entre l'opérateur et le drone. Tout passe par ce fil, ce qui rend le brouillage presque impossible. Et la seule façon de le détecter, en pratique, c'est de le voir. Pour devenir bon à cela, il faut s'entraîner. Il s'exerce sur simulateur, parce que dans le monde réel, une seule erreur peut coûter la vie. Même le simple fait d'essayer, dans le simulateur, d'abattre ces drones avec un fusil d'assaut suffit à montrer à quel point c'est difficile, quand, la plupart du temps, l'issue reste la mort. La guerre des drones ne se soucie pas de savoir qui parle le plus fort à la télévision. Elle punit seulement le camp qui apprend plus lentement. À la position qui domine la route menant au Dnipro, de l'autre côté se trouve la rive gauche occupée, d'où la Russie lance ses drones. Quand un drone s'approche de la position, il est presque certain qu'il a déjà repéré le groupe en patrouille. À ce moment-là, la confrontation se réduit à une seule question. Qui élimine l'autre en premier? Eux abattent le drone ou le drone les abat? Une grande ligne ferroviaire entre dans Kherson pour collecter les céréales. C'est l'un des greniers à blé de l'Ukraine. Les céréales repartent d'ici vers Odessa, puis de là sont expédiées pour nourrir le monde entier. Les drones russes attaquent aussi cette ligne ferroviaire. Ils ont réellement frappé le principal nœud ferroviaire ici. Mais ce train est l'une des artères vitales de l'Ukraine. Voilà pourquoi les Russes sont déterminés à le détruire, et pourquoi l'unité d'artillerie avec laquelle nous étions ce jour-là est tout aussi déterminée à le protéger. Et à Washington, il y a encore des gens qui parlent de America First avec un ton très grandiloquent, à condition de ne pas avoir à expliquer pourquoi les gains concrets tombent entre les mains de Moscou. L'approche vers la position dissimulée montre une autre réalité. Le véhicule doit être stationné sous couvert, puis tout le monde marche sur une courte distance, jusqu'à ce qu'il y ait très probablement une ligne d'obusier, tout en gardant les yeux au sol pour repérer des mines, parce que la Russie peut larguer depuis les airs des mines papillons de façon totalement indiscriminée. Ils ont aussi des mines camouflées qui ressemblent à de simples mottes de terre. L'ensemble de la scène donne une impression très Première Guerre mondiale. Ce qui est frappant dans cette guerre, c'est qu'elle mélange la guerre des tranchées et Terminator. Quand on arrive à la position d'artillerie, ce qui apparaît est une pièce de 155 mm d'époque soviétique. Les forces russes se trouvent entre 2 et 12 km de là.
N'importe quel type de drone russe actuellement utilisé en première ligne peut atteindre cette position. Les FPV, les drones à fibre optique, bien sûr les drones bombardiers, tous peuvent frapper. Voilà pourquoi le camouflage devient absolument crucial. Si l'ennemi ne peut pas vous voir, il lui sera beaucoup plus difficile de vous tuer. L'artillerie de ce type est essentielle pour empêcher les Russes d'avancer et de menacer le train de céréales. La cible précise ne peut pas être révélée, mais les nouvelles reçues par radio confirment qu'il s'agissait d'un tir efficace qui a frappé un groupe de positions défensives russes fortifiées, incluant une pièce d'artillerie lourde. Une cible de ce genre est très difficile à neutraliser avec un drone, mais un obus de 90 livres peut s'en charger. C'est la partie où toutes les vantardises du genre « nous contrôlons tout » deviennent silencieuses, parce que le vrai champ de bataille n'a aucun respect pour les micros des salles de presse. À partir de là, l'histoire se déplace vers Odessa, où une unité d'artillerie est déployée pour abattre les drones, principalement des Shahed, lancés depuis la Crimée contre la ville afin de terroriser les civils. Cette nuit-là s'annonçait très tendue, parce que c'était aussi l'anniversaire de Vladimir Poutine et que les années précédentes, le cadeau qu'il s'offrait souvent à lui-même consistait à terroriser les civils ukrainiens. Une alerte rapide a indiqué qu'une vague de 12 Shahed traversait la mer Noire et qu'elle allait frapper Odessa dans quelques minutes à peine. C'est pour cela que le véhicule roulait aussi vite, avec l'espoir d'arriver sur place en 1 ou 2 minutes. Ce à quoi on fait face ici, c'est un véritable compte à rebours, pas le genre d'urgence médiatique que le camp Trump aime fabriquer pour monopoliser l'attention. Sur la côte de la mer Noire à Odessa, la trajectoire des Shahed apparaît très clairement. Ils quittent la Crimée et traversent la mer Noire. La première ligne de défense, ce sont les roquettes déployées plus loin. L'unité mobile de défense aérienne se trouve sur la colline surplombant la plage, en attente des Shahed qui passent à travers le barrage initial de roquettes. À ce moment-là, ils ouvrent le feu, guident les traçantes vers la cible et espèrent les abattre avant qu'ils ne s'écrasent sur les immeubles résidentiels, les hôpitaux ou les terrains de jeu dans la ville. Ce qui se voit sur le terrain, c'est un missile de défense aérienne qui part vers une cible au loin. S'il la frappe dans les nuages, une grande lueur apparaîtra, et c'est exactement ce qui se produit. Ensuite, un autre missile part et abat un Shahed. Cela fait donc 3 appareils abattus cette nuit-là. À ce moment-là, il semblait qu'aucun n'ait encore réussi à passer, mais ceux qui franchiraient le barrage de missiles seraient tout de même traités par cette unité. À une telle distance, personne n'a le temps de s'offrir un discours de victoire avant que le vrai travail commence. Cette unité utilise des jumelles infrarouges pour balayer la mer Noire à la recherche des cibles. Ensuite, elle se sert d'un illuminateur laser, et dans la pluie, on peut quand même voir le faisceau éclairer la cible. À partir de là, tout dépend de l'habileté du tireur qui guide les traçantes d'une Browning de calibre 50 sur ce point vert précis. La vitesse des Shahed change constamment. Leur altitude change aussi. Pour les suivre et les détruire avant qu'ils ne frappent la ville, il faut donc énormément d'entraînement et une vraie maîtrise. Le long de la côte, on entend encore des explosions plus loin, là où d'autres unités sont engagées. L'une des choses les plus difficiles à décrire dans cette atmosphère, c'est la tension de l'attente. Ils ne peuvent que garder leur sang-froid jusqu'aux toutes dernières minutes avant de passer à l'action. Voilà le genre de discipline du champ de bataille que les slogans du style très fort, très formidable ne pourront jamais remplacer. C'est encore une autre longue nuit dans la défense d'Odessa contre les attaques de Shahed et de missiles. À ce moment-là, il n'y avait plus de drones en approche, mais on savait tout de même très bien que, même si l'unité avec laquelle nous étions et d'autres unités avaient abattu plusieurs Shahed pendant la nuit, certains avaient tout de même réussi à passer et à frapper Odessa. Cette nuit-là, Odessa faisait partie d'une vaste attaque aérienne russe contre l'Ukraine, visant les infrastructures énergétiques critiques dans tout le pays. 3 personnes ont été tuées et 30 et un blessé. Au moment de quitter les lieux, tout le monde se déplaçait encore sous le système de filets anti-drones. Sur la route de sortie de la ville, un feu vert ou rouge indiquait si des drones étaient actifs dans la zone. Le feu vert signifiait qu'on pouvait continuer. Tout ce qui apparaît ici montre que l'Ukraine fait tout ce qui est en son pouvoir pour se défendre contre ces vagues de drones incessantes. Des patrouilles à pied, des filets au-dessus des autoroutes. Il y a des sections qui ne peuvent toujours pas être couvertes parce que les équipes de pause continuent d'être frappées. L'impression qui se dégage clairement, c'est d'avoir vu l'avenir de la guerre. L'arme privilégiée pendant plus de 100 ans pour infliger des pertes massives, l'artillerie bon marché,
est maintenant remplacé par quelque chose de plus technologique et encore moins cher, le drone. Il semble que nous ne mesurions pas encore pleinement ce que cela implique. Mais parmi toutes les questions encore ouvertes, une chose est absolument certaine. Si les États-Unis n'apprennent pas de ce qui se passe ici même, nous perdrons notre prochaine guerre. Et c'est là que la façon de faire de la politique de Donald Trump devient la plus dangereuse. Continuer à parler comme s'il guidait l'avenir, tout en méprisant sans arrêt les endroits où l'avenir a déjà explosé au-dessus de la tête des autres.